Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. De Voltaire à Hannah Arendt en passant par Dostoïevski, la question du mal, véritable sujet philosophique et topos littéraire, n'en finit pas d'interroger penseurs et écrivains. C'est cette question qu'aborde la romancière Maud Tabachnik dans son dernier thriller intitulé L'impossible définition du mal et publié aux éditions de Boré. S'inspirant du parcours sanglant du cannibale russe en série Andrei Tchikatilo, Maud Tabachnik nous livre une véritable radiographie de la Russie contemporaine tout en proposant sa réflexion personnelle sur la question du mal. Issu de la collection d'objets criminels du célèbre préfet Lépine, le musée de la police de la préfecture de Paris, créé en 1909, offre un étonnant parcours à travers les affaires criminelles les plus retentissantes et une mise en bouche du roman de Maud Tabachnik qu'il est temps pour nous d'aller retrouver. Maud Tabachnik, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en auteur qui n'est pas installé au musée des horreurs mais au musée de la police, de la préfecture de police de Paris et qui présente quand même les vestiges, les traces de quelques affaires criminelles retentissantes. Comme vous le savez, le début de notre émission consiste toujours à demander à notre invité qu'est-ce que ça lui fait de se trouver dans ce lieu par rapport à son livre. Et là, j'ajouterai quelque chose vous concernant. Comment croyez-vous que votre commissaire Bronstein, puisqu'il y a un commissaire dans votre ouvrage, et le criminel dont nous n'avons pas tout de suite révélé l'identité, qu'est-ce qu'il penserait d'une émission sur eux installée ici? J'imagine que le commissaire Bronstein, compte tenu de l'infrastructure, des infrastructures russes actuelles qui ne sont pas au mieux de leur forme, serait content de se trouver dans un lieu confortable où on ne risque rien et où malgré tout il y a l'histoire de nos grands criminels français. Où la police semble avoir des moyens. Elle a des moyens. Ils ont aussi des moyens en Russie, mais ils sont un petit peu techniquement en arrière de la main. Malgré tout. D'accord. Et alors, si on parle maintenant d'Andrei, allez, disons-le tout de suite, le meurtrier, lui évidemment, qui est quand même un homme qui a presque parfois une conception artistique de ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction, de savoir qu'on parle de lui ici? Est-ce qu'il n'en aurait pas un peu d'orgueil et de fierté? Bien sûr, c'est tous ces gens qui ont été aussi atroces que celui-ci, ou un peu moins atroces, sont des cabotins. Sont des cabotins. Et c'est vrai que quand on les étudie, moi je les ai étudiés avec des spécialistes de criminels, ils ont envie qu'on parle d'eux, ils ont envie que leurs crimes soient reconnus, parce que c'est leur personnalité, c'est leur façon d'être, c'est leur façon d'annihiler l'autre. Alors finalement, d'être à hauteur égale avec des abominables comme Landru, pour lui, ce serait presque un privilège. Oui, pour lui, Landru serait peut-être un petit bras, hein, on ne sait pas. D'accord, même il aurait peut-être un peu de condescendance pour Landru. Bien. Alors, disons-le tout de suite, votre ouvrage est un thriller. Il porte le titre de L'impossible définition du mal. Et on voit dedans un cannibale agir. Et tout de suite, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'en faisant quelques recherches sur vous, eh bien, votre métier initial, c'est kinésithérapeute. Et ça, alors, ça a fait un choc dans ma tête, parce que je me suis dit que donc, vous aviez quand même passé une grande partie de votre vie, d'une part, à faire quand même du bien aux gens, puisque une kinésithérapie bien appliquée, c'est fait pour. C'est fait pour, il vaut mieux, sinon c'est pas bon signe. Mais aussi, vous étiez en contact avec le corps des gens. Et ce télescopage des deux choses m'a un peu inquiété. Comment tout ça s'organise par rapport aux criminels que vous avez fabriqués ou vous évoquez dans votre livre? On peut faire beaucoup de choses avec le corps des gens. On peut le faire... des choses vertueuses et des choses... On peut lui faire plaisir, on peut le soigner, on peut le caresser. D'accord. Et on peut l'abominer. D'accord. Vous voyez, ça dépend de qui s'en sert. Mais est-ce qu'il y a eu un lien direct dans votre tête entre... Pas du tout. Du tout, du tout. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a rien qui vous a servi dans vos études de kinésithérapie. Non, heureusement. D'accord, très bien. Alors, donc nous disions que votre ouvrage était un thriller. Quels sont les ingrédients du thriller selon la poétique de Maud Tabachnik? Parce que vous êtes venu au roman sur le tard, mais vous n'êtes pas non plus une débutante. Je crois que c'est votre 36e opus. C'est quoi un peu les ingrédients d'un bon thriller selon vous? C'est comme les ingrédients de n'importe quel bon livre. Il faut qu'il soit écrit, que l'écriture soit bonne, en adéquation avec le sujet. Il faut que l'écriture... Quand on dit il est bien écrit, ça ne veut rien dire quand on dit d'un livre, c'est un livre bien écrit. Ça peut être un livre bien écrit et fort ennuyeux. Tout à fait. Hein? Absolument. Alors il faut
une histoire, alors dans un thriller particulièrement, il faut des rebondissements. Il faut des temps de latence parce que, en plus dans mes livres, le suspense est toujours très tiré. Donc il faut des temps de latence de façon à ce que les lecteurs reprennent leur souffle. Vous voyez? Et ça, faut les agréger dans le roman. Mais je crois que ça s'impose automatiquement pour l'auteur. Nous-mêmes, nous avons besoin de reprendre notre souffle pour rebondir sur une action, pour rebondir sur une psychologie de personnage. Bon, donc il y a des alternances en fait. Obligatoire. Alors, justement, à la toute fin de votre roman, voici le commentaire que fait un de vos héros. On définira qui est le héros du livre, ce n'est pas si facile à dire. Le commissaire, en tous les cas adjoint, Bronstein, qui, comment dirais-je, fait une espèce de constatation par rapport au récit que lui a fait devant la cour de justice sur le criminel, et puis le criminel lui-même, sa prestation. Et voilà ce qu'il dit. Du coup, le récit de l'enquête, les auditions des témoins, la recherche de la voiture qui a servi à transporter les corps et nous a amené à soupçonner Chikatilo, et même son arrestation mouvementée ont dû leur paraître aussi fades qu'à moi. Comme si vous lisiez d'une main Le silence des agneaux, ou Le 5e jour, et de l'autre, une enquête de l'inspecteur Colombo. Est-ce que finalement, il n'est pas en train d'énoncer exactement ce que vous faites, c'est-à-dire que c'est à la fois une enquête de l'inspecteur Colombo, avec ses aspects comme ça où vous dites qu'il y a des répits, disons, ce n'est pas échevelé comme action, et puis par d'autres moments, des moments absolument sidérants de cruauté. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. En plus, quand je parle de l'inspecteur Colombo, c'est parce que dans la quasi-totalité de mes romans noirs, ou policiers, ou thrillers, je ne mène pas l'enquête. Vous savez, mener une enquête à l'Agatha Christie, par exemple. Depuis le début de son livre, une femme comme elle ou comme d'autres, hein, il y a d'autres enquêteurs et enquêtrices qui l'ont fait, dissémine les... Pour trouver qui est l'accusé. Voilà, pour trouver. Alors, pour savoir... Alors, qui il cherche? En général, ce sont les lecteurs et évidemment les policiers. Mais ce sont les lecteurs qui font le travail intellectuel de... repérer les petits indices. De repérer de se tromper comme le font les policiers, pour tirer tout le fil jusqu'à la fin et arriver à l'aboutissement du roman. Moi, je ne me sers pas de cette méthode. Oui, parce que dans Colombo, on connaît tout de suite. On connaît tout de suite, on voit le meurtre. Dans l'inspecteur Colombo, qui est une série culte, on voit le meurtre et on sait qui sont les méchants et qui sont les gentils, comme dans mes livres. On sait où sont... C'est un peu comme dans un western. Dans les westerns aussi, on sait physiquement, d'après la tête des cow-boys, qui sont les gentils et qui sont les méchants. Absolument. Bon, là c'est autre chose, c'est une autre psychologie. Mais c'est pas... Une seule fois, à peu près, j'ai fait un livre où il y avait plusieurs assassins et plusieurs victimes. Et jusqu'à la fin, quand mes lecteurs dans les salons ou dans les interviews me demandaient qui a tué, je ne savais pas. J'avais un doute. Je ne pouvais pas leur dire, j'ai écouté, je ne sais pas qui a tué vraiment. Ils sont plusieurs à avoir tué. Quel est le pire, je ne sais pas. Vous voyez, c'est une autre mécanique intellectuelle. Mais habituellement, bon, vous n'êtes pas du tout dans la veine d'Agatha Christie. Non, ce n'est pas du tout ça. Non. Alors, votre histoire est celle d'un vrai tueur en série russe. Il a vraiment existé, Andreï. Et votre roman est donc aussi très proche de la réalité. Mais deux choses, du coup, m'ont étonné. Pourquoi, du coup, avoir gardé son vrai nom, puisque c'est quand même un roman que vous écrivez, ce n'est pas une enquête, un essai, c'est un roman. Pourquoi avoir gardé son vrai nom? Et aussi, la chose qui m'a le plus étonné, c'est pourquoi avoir décalé dans le temps l'action? Parce que le vrai criminel, lui, Andreï, a sévi jusqu'aux années 90. Il a été arrêté, des fin 80, voilà. fin des années 80 jusqu'à 94-95. Où il a été exécuté. Tandis que l'Andreï qu'on trouve dans votre roman, lui, c'est un Andreï de maintenant. Le commissaire, c'est maintenant que ça se passe. Pourquoi avoir décalé ça dans le temps? Parce que je voulais plutôt parler de la Russie actuelle, qu'on ne connaît pas plus que la Russie passée. Les années 80, c'était la perestroïka, c'était Gorbatchev. Période de transition. Voilà, période de transition qui était intéressante pour nous, parce que ça a permis l'implosion de l'Union soviétique, c'était formidable. Mais
peut-être que ça l'était moins pour savoir ce qui se passait en Union soviétique. Maintenant, nous sommes ici et maintenant. Poutine, on en sait que ce qu'ils veulent bien nous en dire, c'est-à-dire pas grand-chose. Ou ce que les médias occidentaux veulent bien nous dire et que les autres veulent bien raconter. Et c'est un pays quand même qui a une place prépondérante dans le monde, sinon en Europe. Et j'ai écrit un livre sur Tchernobyl. Et je me suis aperçu, l'Ukraine et Tchernobyl, qu'on n'avait rien su. Alors, bien sûr qu'on nous avait menti, parce que c'est dans les années 80-86. Donc, on nous a rien raconté. Et je me dis que si... Et maintenant, c'est pareil. Donc, en fait, vous voulez vous intéresser à la Russie contemporaine. Voilà. Je veux savoir ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle nous propose, ce qu'elle va faire. Alors, Poutine est un être aussi changeant, qui un jour est courtois, et le lendemain se comporte comme une brute. Donc il faut savoir à qui on a affaire. Oui, et puis c'est un personnage nos adversaires. Alors votre roman se présente effectivement, on va le voir un peu plus tard, comme une radiographie de la Russie contemporaine, mais on va revenir à l'aspect de thriller pour le moment. Et alors un autre problème que pose plein de problèmes les livres, je devrais peut-être arrêter de lire, mais un autre problème que m'a posé votre livre, c'est celui du héros. Bon, quand on lit un roman, on a toujours le réflexe de vouloir comprendre qui est le héros, dans les deux sens du mot, personnage principal, caractère héroïque. Et là, il y a un problème parce que votre roman, il est polyphonique, il est à deux voix. Il est la voix du bien, si on peut dire, à travers le commissaire Bronstein, mais il est aussi la voix d'Andrei, le serial killer cannibale. Et j'ai trouvé que cette mise en équivalence de ces deux voix posait plein de problèmes. D'abord de savoir qui est le personnage principal de l'histoire, que ça mettait un peu sur la table le bien et le mal à égalité, ou alors comme dans une dissertation, d'abord on examine la thèse puis l'antithèse. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi cette polyphonie? Pourquoi les mettre presque à égale distance? Alors qu'ils ne représentent pas du tout la même chose. Non, ils sont pas à égale distance. Moi, je considère, dans ma philosophie de la vie, que le mal et le bien sont le plus souvent à part égale, avec quelquefois un petit plus pour le mal. Vous êtes pessimiste? Je suis lucide. Pour vous, c'est un réalisme. Oui. D'accord. Je connais un petit peu l'histoire du monde, l'histoire des pays, je m'y suis intéressée. J'avais une discussion avec des amis l'autre soir, ils disaient, moi j'ai confiance dans l'être humain. Je dis, on peut avoir confiance dans l'être humain, parce qu'il y a eu les bâtisseurs de cathédrales, il y a eu, il y a eu les vaccins, il y a eu les civilisations, il y a eu les artistes, on peut avoir confiance. Les arts. Les arts qui sont énormes dans notre civilisation et dans d'autres civilisations. Bien sûr. Et puis, il y a aussi ce côté très, très déplaisant de l'être humain qui peut se comporter brutalement comme le pire des mesquins, le pire des menteurs, le pire des jaloux. Et ça entraîne pas mal de dégâts. Et vous avez voulu évoquer ça. Oui. Alors j'ai pensé aussi, puisque dans un thriller, il faut installer quand même un climat. Si on rigole d'un bout à l'autre d'un thriller, c'est qu'il ne doit pas être très bien réussi. Et je me suis demandé aussi si cette espèce de part égale des voix, aussi bien du commissaire qui représente, entre guillemets, une sorte de bien, et Andrei, il représente le bien. Il représente le bien. Et Andrei qui, lui, représente ça de manière beaucoup plus certaine, le mal. C'était pas un élément de malaise que vous aviez voulu créer, de donner comme ça vos chapitres à titre égal, ça met un peu mal à l'aise. Est-ce que c'est un élément de malaise que vous avez voulu créer? Non, c'est pas un élément de malaise, c'est pas la première fois que je me mets dans la tête d'un très méchant. J'ai plusieurs livres où ça me passionne, si l'on peut dire, ça me fascine. Comment peut-on devenir une espèce de barbare? J'ai toujours dit, tuer, on l'a prouvé depuis la nuit des temps, et on le prouvera encore malheureusement jusqu'à la fin de notre civilisation. On a quelquefois de bonnes raisons de le faire, quand on doit se défendre les siens, défendre son pays, défendre sa famille, défendre sa vie, bref, défendre même des idées justes, des causes justes, on peut. Mais on ne prend pas spécialement de plaisir à tuer dans ces cas-là. C'est un réflexe, c'est quelquefois une nécessité. Qu'est-ce qui fait que des hommes, et là, je dis les hommes dans l'acception du terme, parce que les femmes n'ont pas les mêmes soubresauts de désir. Qu'est-ce qui fait qu'un homme prend plaisir à faire souffrir, prend plaisir à annihiler son adversaire,
Cet homme, Chikatilo, ce qu'il veut, c'est supprimer l'humanité de ses adversaires. On pourrait se contenter de tuer. Bon, ça serait déjà beaucoup, ça serait déjà très grave. Mais ce genre de monde, et il y en a beaucoup dans le monde, il suffit de voir les armées. Il a un désir plus fort. Il a un désir de faire souffrir, sans haine. Parce que, vous voyez, bon, dans une guerre où des soldats sont confrontés à l'ennemi, où ils voient leurs amis tomber à côté d'eux, où s'être fait torturer, où s'être fait mutiler, qu'il y ait une haine et une envie de vengeance, je le conçois parfaitement. Mais, comment, de quel bois est-on fait quand on veut faire souffrir quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous a rien fait, qui peut être quelqu'un de très bien. Le mal gratuit, quoi. Le mal gratuit. C'est ça la possible définition du mal. D'accord. Oui, alors on va y revenir parce qu'il y a cet aspect philosophique aussi, mais je voudrais que vous me commentiez bien la dernière phrase du livre. La dernière phrase du livre est hors du roman, elle est dans la note de l'auteur, vous faites une note de l'auteur, et vous dites, ce qui est étonnant pour une romancière, que vous avez donc puisé votre monstre, votre serial killer, Chikatilo, dans la réalité, et ça se termine par cette phrase, « Je n'aurais pas pu inventer un tel personnage ». Mais comment comprendre cette phrase? Parce qu'en plus, il y a un travail littéraire, etc. Il est inconcevable dans votre pure imagination? Pour moi, c'est inconcevable qu'on devienne ça. C'est pas... Bon, le cannibalisme, ça fait partie des tabous, on le sait, mais ça existe dans beaucoup de pays et ça a existé dans la nuit des temps. Bon. Enfin bon, il faut pouvoir quand même... On ne le légitime pas. Il faut pouvoir être cannibale. Oui. Vraiment avoir très très faim. Oui. Je n'aurais pas pu inventer parce que... le romancier a donc des limites. On se refuse de participer à ça. On a la fameuse conscience. Moi, je suis une bagarreuse. Donc, je sais que je peux me battre physiquement. Mais alors, c'est intéressant parce qu'en tant que romancière, vous ne vous accordez pas tous les droits. Sûrement pas. D'accord, vous mettez des limites. Oui, bien sûr, je mets des limites et il faut en mettre. Il faut pas. C'est pour ça que c'est pas gore, mes livres sont pas gore. Mes livres sont réalistes, ne sont pas du tout dans la fantaisie. Parce que la fantaisie, c'est une autre dimension. Oui, ils sont réalistes. Ce livre parle de la Russie, ce livre parle de ce criminel hors mesure. Hors mesure. Mais il n'aurait pas pu surgir de votre pure imagination. Non. D'accord. Non, je crois pas. D'accord. Alors justement, comme vous l'induisiez là à l'instant, ça pose le problème de comment vous décrivez maintenant le mal concrètement. Bon, il y a toutes sortes de, comment dirais-je, il y a toutes sortes de romans noirs, de romans qui mettent en scène des serial killers, de thrillers comme on dit. Il y en a qui ne font pas dans l'économie de description. Le vôtre n'est absolument pas dans ce domaine. C'est bien un thriller, mais il est très économe de gore, comme vous venez de le dire à l'instant. Par exemple, moi, une chose qui m'a le plus fasciné dans votre roman, ce que j'ai trouvé, alors qui pourra décevoir beaucoup de gens qui lisent des thrillers, et qui, moi, m'a au contraire fait une grande impression, c'est la façon dont vous décrivez, disons-le, puisqu'il n'y a pas de mystère dans votre livre, ce n'est pas l'objet. Le meurtre programmé d'un petit garçon. Ce meurtre est vraiment disséminé dans le roman. Il commence déjà avec une observation sur les membres des propres enfants du serial killer, qui déjà le tentent. Un petit peu comme l'ogre va manger ses filles sans le savoir. Mais il y a quelque chose, j'ai trouvé qu'il y avait un côté Perrault. Et puis finalement, il va repérer un petit enfant dans une circonstance de son métier, dans une gare. Et là encore, il va s'intéresser d'une manière qui met mal à l'aise, à ses bras, potelés, à la couleur de sa peau, etc. Il le perd de vue, mais le retrouvera. Mais au point, un stratagème qui là m'a semblé alors extrêmement réaliste sur les kidnappings d'enfants. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches, mais à mon avis, c'est vraiment très bien. Enfin, on connaît bien comme des enfants disparaissent et tout, ce qui est très triste. Et votre roman le raconte très bien. Et puis, au lieu de nous raconter comment il va le tuer, il y a une ellipse, on comprend bien ce qu'il a fait, et puis on en comprendra, on comprendra ce manque plus tard quand le corps sera retrouvé. Quelle est votre position justement par rapport au gore, par rapport à la description clinique? Pourquoi n'y en a-t-il pas dans vos romans? Pour moi, ça n'apporte rien. C'est comme une solution de facilité. Bien sûr. Vous voyez? Alors ça intéresse une certaine partie du lectorat qui n'est pas le mien. C'est du sensationnalisme. Et du sensationnalisme que je déteste, en général. Que ce soit dans les journaux ou dans les livres, je déteste ça. Et là, je veux montrer que ce criminel
pour ce petit enfant, parce que c'est un criminel qui tue aussi au hasard. Hein, Tout à fait, des rencontres. Des rencontres. Vous trouvez son chemin, malheureusement, et bon, ça c'est très très souvent le serial killer. Et là, il a quelque chose pour cet enfant. Alors nous, gens normaux, avec un tas de guillemets, quand on voit un enfant qui est plaisant, on a plutôt envie de lui sourire, de le protéger, de lui parler gentiment. De développer une affection, une empathie. Une empathie. Lui aussi développe une sorte d'empathie. Oui. Mais c'est pas une empathie très positive. Non. Parce qu'il a envie de le goûter. Tout à fait. Mais vous savez, dans le vocabulaire de l'amour, le mot morsure, baiser, je te lèche, je te mords, je voudrais t'avaler. Le gustatif n'est pas loin. Le gustatif n'est pas loin. Une peau qu'on respire, une peau qu'on embrasse, c'est la bouche, c'est le sens. Voilà, évidemment, on s'arrête là, en général. Mais là, pour cet enfant, en plus, comme vous le disiez, avant de partir, il regarde son petit-fils, dormir dans son lit, qui lui éveille aussi, pas la même appétence, mais... Enfin, c'est le début. Voilà, et il comprend que... bon, il y a quelque chose, une envie qui commence. Voilà, ouais. Il s'en va. Il sent que l'envie monte de toucher ce petit corps tendre, patati patala. Et il va retrouver ce petit garçon qu'il a aperçu dans une autre circonstance. Il fait tout un stratagème de chemin, par train, puisqu'il est inspecteur aussi des trains. Et c'est la réalité. C'est un notable, cet homme-là. C'est pour ça qu'on ne l'a pas trouvé pendant des années. C'est pas qu'on ne l'a pas trouvé, c'est qu'on ne l'a pas soupçonné. Oui, on va y venir à ça. Mais c'est surtout, voilà, comment est-ce que vous racontez, vous, parce qu'on attend le passage à l'acte dans ces choses-là, et on peut dire que vous êtes très économe de moyens. Ce n'est pas par là que vous succès pas par des effets sensationnels que vous suggérez l'horreur. C'est plutôt d'ailleurs suggérer. Il faut suggérer. Mais le suspense, vous savez, dans les bons films, c'est pas quand vous voyez des monstres sanguinolents que ça fait rire. Moi, tout à fait. J'allais aux 24 heures de l'horreur au Rex quand j'étais jeune. Les monstres avec des dents comme ça faisait rire tout le monde. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse parce que vous savez qu'il va se passer quelque chose. Vous mettez tout en place pour qu'il se passe quelque chose que vous réprouvez, qui vous... Et puis on y va doucement. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et on y va doucement. Par cercle. Par cercle. Cet enfant, c'est un ange un petit peu. La façon dont il apparaît, c'est un ange. Voilà, c'est un beau petit garçon. Blond. Complètement innocent, qui va à l'école, qui n'a pas de méfiance. Oui. Comme les enfants, ça se passe. Ouais. Comme ça se passe dans la vie. Hein. Exactement. Tous ces enfants qui sont attaqués, bon... Et il y a le rapprochement, et le Chikatilo est habile parce qu'il le séduit avec des chocolats, il le séduit, et il l'emmène se promener. Avec des beignets aux pommes. Des beignets aux pommes. Ouais. Et il l'emmène se promener, et là, je ne dis plus rien. Tout à fait, voilà. Il y a une ellipse. Voilà, une ellipse, parce que c'est pas la peine. D'accord. C'est pas la peine. Pour moi, même en tant qu'auteur, ce que je décris suffit à me mettre mal à l'aise quelque part. D'accord. Alors, votre roman se situe en Russie. Jusque-là, dans vos précédentes œuvres, vous choisissiez plutôt, quand vous évoquiez un territoire étranger, les États-Unis. Pourquoi est-ce que vous en êtes venu à évoquer pourquoi ce changement de cap? Pourquoi la Russie? C'est pas vraiment un changement de cap, parce que le dernier que j'ai écrit chez Albin Michel, Danser avec le diable, parlait aussi de la Russie par l'intermédiaire de Berezovski, l'oligarque, qui s'est fait suicider à Londres. Et je racontais déjà ce qu'était le nouveau NKVD, le nouveau KGB, tout ce qui se passait déjà en Russie. C'était déjà en place. Parce que ça me titillait, cette histoire de savoir. Et dans ce livre-là, tout est réel également. Tout est réel également. Et je me suis dit, il faut que je creuse un petit peu plus, parce que la Russie, elle a toujours pris une place prépondérante dans le monde depuis le début du siècle dernier. C'est le plus grand pays du monde. C'est le plus grand pays du monde, au point de vue surface, c'est un des plus grands Bien pays. sûr. Ça a été un des pays les plus peuplés. Qui a marqué des revirements de l'histoire pour Napoléon comme pour Hitler majeur. Bien sûr, tout le monde, les gens se sont un peu, les conquérants se sont cassés le nez dessus. Là, ça a rétréci avec l'explosion des républiques satellites. Bien sûr. Ils sont entourés de beaucoup de musulmans islamistes. Ils sont en danger. Alors évidemment, quand on est en danger, quand on se sent cerné, on a un rétrécissement sur soi. Ce qui se passe à l'heure actuelle
en Russie, parce qu'ils ont eu aussi beaucoup d'attentats islamistes. Hein. D'ailleurs, dans Vous mon le livre, montrez aussi bien à dans Moscou mon livre, qu'à et dans mon Saint-Pétersbourg. livre, l'attentat de Saint-Pétersbourg se passe avant qu'il se passe en réalité dans la vie. Vous l'avez anticipé, c'est terrible. J'ai anticipé le métro l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg. Parce que bon, ben, les romanciers, c'est ça. Quand on est quelque part, nous sommes des éponges. On sent ce qui peut se passer. On sent. Moi, j'ai déjà fait des romans importants sur le terrorisme. On le sent. Il y avait eu un roman comme ça qui avait évoqué un bateau qui était censé être insubmersible et qui avait coulé. Et avant que le Titanic existe, voilà. Tout a été... Les romanciers, c'est ça. C'est un peu, je ne sais pas si c'est notre force, notre imagination, je crois plutôt que nous sommes des éponges. Une imagination prophétique un peu. Et une imagination prophétique un peu. D'accord. Alors, dans cette Russie, vous évoquez, là encore, toujours de cette façon assez double que vous avez d'évoquer les choses. Bon, la ville de Rostov-sur-le-Don, puisque ça ne se passe pas dans la ville de province. Ville de province, exactement. D'ailleurs, vous restituez assez bien, soyons quand même clairs, l'ennui, la morosité, enfin ça ne fait pas rêver, ça ne donne pas envie d'aller passer ses vacances là-bas. Plus tout un tas de petites localités autour et où se déplace le commissaire, mais sans, là encore, donner dans le pittoresque des lieux. Quel est votre parti pris en matière de description des lieux cette fois-ci? Pas d'écrire. Pas d'écrire. Ce que les personnages ou les lieux, je veux que ce soit les lieux et les personnages qui vous font penser à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas du tout dans la description, je trouve que ça alourdit. Et puis il faut laisser au lecteur sa part d'imagination et sa part de création. Il suffit de dire d'un lieu, de donner une couleur du lieu, de donner une géographie de sol du lieu pour se rendre compte où on est. Vous voyez, même... la vie que les gens y vivent, on devine le lieu à la vie que les gens mènent. Mais oui, quand je parle des localités autour de Rostov où les deux policiers vont pour rechercher la voiture, je parle des magasins affreux, avec ce qu'on a ici, voyez, les hangars avec des néons, des trucs comme ça, qui ici nous dégoûtent aux alentours de nos villes, parce qu'il n'y a que ça. Hein, les zones industrielles, les zones commerciales, c'est affreux. Ça défigure un paysage. Et ça, ils ont la même chose là-bas. Ils ont la même chose. Alors, ça suffit, vous voyez, par deux, trois évocations, on crée un climat. D'accord. On n'a pas besoin de décrire. Balzac le faisait très bien. Bon, oui, Balzac avait tendance lui à faire le contraire, à laisser très peu de place à l'imagination. Il décrivait très bien. D'accord. Alors, c'est une autre conception de la description. Alors, donc on le disait, c'est une radiographie de la Russie, et je voudrais revenir à un moment donné sur le personnage de Poutine. Bon, comme on le dit, votre roman se situe maintenant, dans les années contemporaines. On ne peut pas être russe aujourd'hui et n'avoir plus aucun lien avec le stalinisme. Ça a été une période trop forte, trop marquante, traumatisante, et même un peu des réminiscences du tsarisme. Tout ça apparaît dans votre livre. Mais évidemment, on parle de Poutine. Et j'ai trouvé qu'une des qualités de votre livre, alors je m'empresse de dire, notre émission n'a rien de politique et nous ne sommes pas un comité de soutien à Poutine, mais que vous proposez, pour une Française, à travers votre personnage, une image de Poutine qui m'apparaît jamais tellement mise en avant chez nous et où on commet une grosse erreur. À savoir qu'on a une image quand même assez négative de Poutine, et il n'est pas question de dire que c'est un saint, mais parce que nous nous plaçons d'un point de vue français, et que Poutine, lui aussi, correspond à une réalité russe. Et c'est celle-là que vous évoquez dans votre roman. Voilà par exemple ce que votre commissaire dit. Je suis partagé sur Poutine. Je hais son autoritarisme, son machisme, l'absence de liberté, la corruption qu'il a été incapable d'endiguer, mais en tant que Russe, j'apprécie qu'il nous ait rendu notre dignité. C'est un stratège sans état d'âme qui sait que la réelle politique n'a rien à faire avec les sentiments ou la morale. Est-ce que ça résume ce que vous pensez de Poutine? Ça résume ce que je pense en général des chefs d'État. Des chefs d'État. Bon, celui-ci est un peu particulier parce qu'il est issu du KGB. Il a vécu une grande partie de son existence sous le régime soviétique, où c'était un petit lieutenant-colonel qui a trompé son monde. Parce que pourquoi il apparaissait assez fade. Il apparaissait très fade, personne s'en méfiait. On ne l'a pas vu arriver. Pas vu arriver. Et tout d'un coup, il est devenu l'ami du maire et de Saint-Pétersbourg. Il a grimpé les échelons tout en gardant une impassibilité et du rentré. Vous
voyez, ça n'a pas été Helsinki qui était un fou furieux, alcoolique et tout le bazar. Mais il était en fin de carrière, en plus. Oui, il était en fin de carrière. Puis c'était un personnage tonitruant, outrancier. Voilà. Lui, non, c'est un personnage calme, mais ce sont les pires. Bien sûr, ce sont les pires, parce qu'on ne les voit pas arriver. Mais il a c'est un type qui, par exemple, n'hésite pas, quand l'école de Breslau est attaquée par des islamistes, de rentrer fait pas dans la dentelle. et de tuer 300 personnes, on enfants règle le compris. problème très vite. Voilà, comme il a dit, je les poursuivrai, pardonnez-moi, jusque dans les chiottes. Bon, c'est fort, mais c'est ça les Russes. Ils se sont battus comme des fauves pendant la guerre de 40 et 45, pendant la guerre nationale, je ne me rappelle plus comment ils disent ça, la guerre héroïque. Ils se sont battus comme des fauves jusqu'à leur dernière goutte de sang. Et ça, autant je réprouve le communisme, autant je réprouve la barbarie dont ils font quelquefois, les Russes font quelquefois étalage, autant ce courage, vous voyez, cette assurance de vaincre l'ennemi par n'importe quel moyen. Moi, ça correspond, je dois le reconnaître, à un peu votre façon de voir, les choses. Et puis, par là même, eh bien, vous faites comprendre aux Français pourquoi les Russes aiment Poutine, parce qu'il faut aussi se placer, comme vous venez de le faire, du point de vue russe. Ce qu'on ne fait jamais en France. Hein. C'est ça. Jamais. Pour aucun pays, on se pose à la place de l'autre. Alors, vous évoquez plusieurs autres problèmes de la Russie, hérités de la période communiste, la corruption, le nomenclaturisme, les trafics, etc. Et je me suis demandé si votre cannibale plutôt, Andreï, n'était pas le catalyseur de tout ça. Est-ce qu'il n'a pas aussi cette fonction dans votre roman d'être une espèce de catalyseur de tout l'État russe? Oui, il porte l'action, il me permet... Vous savez, moi, les criminels ne me fascinent pas du tout, je les déteste. Mais je m'en sers dans mes livres pour montrer le caractère noir de notre humanité. Et pourquoi je ne sais pas, je ne connais pas son histoire à Chikatilo. Il était philologue à l'université de Rostov. Professeur, en plus de littérature. Professeur en littérature. Plus de ça calme. Vous voyez, bon, faut se méfier de l'éducation nationale, mais quand même pas à ce point-là. Attention, vous avez quand même un membre devant vous aussi. Et après, bon, il devient inspecteur des trains. C'est pas un train de savate, on sait même pas s'il a été malheureux quand il était enfant, peut-être, mais enfin bon, tous les enfants qui ont été battus ne deviennent pas des monstres comme ça. Moi, à chacun de mes par bouquins... exemple, excusez-moi de vous interrompre, par exemple, son cannibalisme, on le voit quand même naître, être évoqué au moment où il participe à la guerre de Tchétchénie. Si vous me permettez, je vais lire un passage. Bon, voilà comment ça vient, parce que, en fait, il n'est pas cannibale dès le début. Bon, il est pendant la guerre de Tchétchénie, et voilà ce qui arrive. Quand nous nous réveillons à l'aube, alertés par une forte odeur de brûlé, nous vîmes épouvantés que le géant, ce qu'il appelle le géant, c'est un autre comparse militaire qui a une taille extraordinaire, avait achevé son jeune cousin durant la nuit et taillé sur ses jambes et son torse de larges morceaux de chair qu'il avait fait cuire sur un foyer. La plupart des hommes, bien qu'ils fissent partie de la lie de la société, coupables de crimes et d'exactions diverses, comme je l'avais appris durant ces 2 mois où je les commandais, hurlèrent d'abord après le géant, mais il les menaça si bien qu'ils firent leur pactage et s'enfuirent à la débandade au risque de se casser le cou dans l'obscurité de la montagne. Je restais seul avec le géant, et donc un peu plus tard, le géant coupe le cœur de son cousin, lui offre, et voilà ce que dit notre personnage, et peu à peu, le goût de cette jeune chair me plut, et quand je vis le cannibale vouloir enterrer les restes et m'en priver, je l'abattis. Voilà comment naît son cannibalisme. Donc est-ce qu'il est quand même pas, est-ce que vous n'avez pas voulu en faire un catalyseur aussi d'État russe? Enfin, oui, enfin, c'est pas d'État russe, parce que le cannibalisme n'a pas de pays. Oui, mais il vient de la guerre de Tchétchénie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça? C'est pas innocent le moment où il découvre ça. Oui, mais enfin, est-ce que même quand on est affamé, on peut manger quelqu'un qu'on a connu? De sa famille. De sa famille, s'en régaler, l'offrir. Vous voyez, il y a quand même une dimension. Les humains ne sont pas égaux. Hein. Du mal pour le mal. Oui. Quelquefois, on préférerait, dans les camps de concentration de la mort, ils ne se sont pas mangés, les gens. Vous voyez, donc dans des circonstances extrêmes, des nazis, ils ne se sont pas mangés. Pourtant, ils avaient aussi faim. C'est autre chose. Il y a une mécanique qui se met en branle. Mais le fait de tuer, il faut déjà une mécanique. D'accord.
voyez, donc vous n'avez pas voulu en faire un catalyseur de toutes les tares? Non, 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 pas du tout, D'accord. pas du tout. C'est un assassin comme on en trouve dans beaucoup de pays, comme on en trouve chez nous, peut-être moins spectaculaire parce que nous sommes plus discrets. D'accord. Mais on en a eu quelques-uns qui étaient pas mal. D'ailleurs, ce musée de la police nous en a parlé. En témoigne. Dans tous les pays, c'est comme ça. Hein. C'est en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Afrique. Bon, les criminels, c'est des criminels, ça fait partie de notre... D'accord. Alors, ben écoutez, maintenant on va quand même se pencher sur le thème du mal, parce que votre livre m'apparaît aussi comme un livre philosophique, quelque part. Pourquoi avoir choisi ce titre, L'impossible définition du mal? D'où ça vous est venu? Ben, ça m'est venu très naturellement, parce que c'est difficile de définir le mal. Beaucoup s'y sont... C'est une question transversale de la littérature et de la philosophie. Voilà, c'est une question comment... Quel est ce qu'est le mal pour certains et le bien pour d'autres. Nous vivons en ce moment une période politique militaire qu'on peut dire aussi de mal absolu avec le djihadisme, où ces barbares décapitent, brûlent les gens, les font exploser, enfin bref, les tuent de toutes les manières possibles et abominables. Pour eux, c'est le bien. Ils justifient ça comme ça. Bah, ils le justifient même pas, ils le sentent comme ça. Ils sont pour une cause abominable, c'est le bien. Les nazis, pour la même cause abominable, faisaient le bien. Nous, en face, on dit c'est le mal absolu. Bon, on a l'impression qu'on a quand même raison, parce que c'est beaucoup plus grave de tuer, de massacrer, de décapiter et de violer que de s'opposer à ça. Vous voyez, où est la définition du mal pour eux? Alors, un criminel... Donc vous trouvez que le mal, finalement, trouve toujours de lui-même sa propre légitimation? Mais nous sommes des hommes d'une humanité de mal depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Ce qui nous protège, c'est notre conscience, c'est notre réflexion. Et plus on est civilisé, plus on devrait refuser le mal. Plus on est civilisé. On a encore vu que, bon, un pays comme l'Europe, pendant la guerre, l'Allemagne, qui était relativement civilisée, n'a pas hésité. Donc, vous voyez, c'est très difficile de définir le mal. Enfin, moi, je le définis parce que je vois où il est, mais en face de moi... D'autres ne jugent pas, c'est nous qui sommes le mal, en étant libres, en faisant une égalité homme-femme, en voulant apprendre, en aimant la musique, les arts, c'est nous qui sommes le mal. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que, en particulier, à la fin de votre roman, il y a donc le procès d'Andréhy, il est arrêté, il est confondu, il y a son procès. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais avec l'évocation du procès d'Eichmann à Jérusalem, en particulier par Hannah Arendt. Bon, tout le monde sait qu'Hannah Arendt est la grande philosophe du mal et elle est devenue encore plus célèbre en analysant ce procès parce qu'on attendait de voir en Eichmann un abominable, un horrible, l'incarnation du monstre. Et elle, en fait, elle était très déçue, elle a parler de la banalité du mal, donc tout à fait l'inverse de vous. Est-ce que votre roman, en disant que c'était un pauvre type dans le fond, que presque il s'est trouvé dans des circonstances, un enchaînement quasi logique, et que il n'y avait pas de quoi voir en lui un monstre. Alors c'est pas du tout votre position. Est-ce que votre livre est une réponse à l'analyse d'Hannah Arendt? Non, parce que quand j'ai lu bien sûr Hannah Arendt, j'ai vu le film qui a été tiré de son livre, et il y a eu des polémiques à ce moment-là, parce qu'Eichmann était montré comme un homme normal, enfin un homme classique, un homme moyen. Bon, moi je suis d'accord. D'accord, vous ne remettez pas en cause ça? Non, pas du tout, je suis d'accord. J'ai d'ailleurs fait un livre, La mémoire du bourreau, un peu sur le même thème. La montée du mal, elle est... Vous avez ceux qui résistent au mal et ceux qui ne résistent pas au mal. Quand vous êtes pris dans une propagande, quand vous êtes pris dans une frénésie de haine, de mépris pour une catégorie de gens, et que nos petites cervelles très molles, et on le voit bien, se laissent impressionner, se laissent phagocyter par ça. Alors vous avez, on va dire, 3% des gens qui résistent, et vous avez la grande majorité qui ne résiste pas, et ce qu'on appelle hurler avec les loups, et qui vont vers le mal. Hannah Arendt a décrit effectivement un type tout à fait banal. On aurait analysé son cerveau, il n'avait sûrement pas plus de gêne, de monstruosité que n'importe qui. Mais il s'est laissé imprégner, et il n'avait pas de conscience. Nous, je pense que ce qui retient, c'est la conscience.
Et nous ne sommes pas égaux devant cette question. Non, pas du tout, on est égaux devant rien. On est égaux devant rien. Égalité, solidarité, fraternité, c'est très sympa, mais pour moi, c'est inopérant. Inopérant. On n'est pas du tout égaux. D'accord. Eh bien, écoutez, Maud Tabachnik, merci beaucoup de votre venue dans l'Essonne en hauteur, au musée de la police de la préfecture de Paris, où l'exposition des faits divers les plus sordides conforte un petit peu le titre de votre roman. On repart de là avec quelques questions. L'impossible définition du mal, aux éditions de Boré. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en les remerciant de leur intérêt pour nos émissions et en leur donnant rendez-vous non pas au mois prochain mais en septembre pour un numéro historique qui s'avère passionnant sur l'année 1917 et qui ne nous fera pas vraiment quitter les bords de la Russie. Bonnes vacances et à la rentrée.